Bonjour à tous, 300 millions de critiques. Nous sommes, vous le savez, à l'Arche de la Défense. Au dernier étage se trouve une énorme salle qui est consacrée au photojournalisme avec une très belle exposition de Guillaume Herbeau. Guillaume Herbeau est un photojournaliste, mais qui a une esthétique un petit peu particulière, car s'il se rend, comme beaucoup de ses confrères, sur les lieux du drame mondial, eh bien, il y a installé une esthétique posée, qui n'est pas une esthétique de l'instant et qui renforce la dramaturgie. Donc, vous venez ici et vous serez très bien accueillis, car il y a un restaurant, mais vous verrez aussi cette magnifique exposition. Nous allons commencer ce 300 millions de critiques avec vous, Sylvie Bach. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la réunion des musées nationaux et du Grand Palais. Il est évident que beaucoup de gens s'interrogent sur ces fameux travaux du Grand Palais au cœur de Paris qui accueillent de multiples expositions qui vont démarrer, j'allais dire, enfin. Quand et pourquoi a-t-on si longtemps attendu ? Alors effectivement, de très grands travaux vont démarrer à partir du début 2021 et nous allons complètement fermer le site du Grand Palais en 21, en 22 pour le récupérer partiellement en 23 et complètement en 24 parce que le Grand Palais est site olympique à l'été 24 pour des épreuves d'escrime et taekwondo. Effectivement, c'est un dossier qui a une certaine maturité puisque l'idée de faire des travaux au Grand Palais a commencé en 2010. Et contrairement à ce qu'on croit, il y a eu des travaux au Grand Palais entre 2003 et 2005 pour la restauration de la Grande Verrière parce qu'il y avait des menaces d'affaissement, mais ces travaux ont été très partiels, même s'ils ont été spectaculaires. Et les 2/3 du monument, qui est gigantesque, qui fait 70 000 mètres carrés au bas des Champs-Élysées, je dis souvent que Versailles ne fait que 63 000 mètres carrés, n'a jamais été restauré depuis sa construction en 1900 pour l'exposition universelle. Donc c'est un bâtiment qui est très fatigué aujourd'hui et qui a depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années fait l'objet d'une exploitation intense alors qu'il n'est pas du tout équipé pour ça. Oui, FIAC et autres salons. FIAC, Paris Photo, Fashion Week 4 fois par an, concerts, enfin, c'est un carrousel extraordinaire et permanent. Et donc le bâtiment a à la fois besoin de la restauration de son apparence, son aspect historique. Il est aussi un monument qui a été, d'une certaine manière, assez délaissé et mal aimé en réalité au XXe siècle, parce qu'il a été compartimenté, cloisonné, occulté dans certains de ses volumes. Et la restauration va permettre de lui restituer tous ces volumes d'origine qui sont absolument spectaculaires. C'est la question que j'allais vous poser, Sylvie Bach. C'est qu'en fait, beaucoup de gens qui vont voir ces expositions, ces manifestations dont on a parlé, connaissent le bâtiment dans son aspect, sa rondeur, cette transparence, les sculptures qui sont en haut, et tout ça. En fait, qu'est-ce qui ne marche plus vraiment pour quelqu'un qui connaît bien le dossier comme vous ? Alors, ce qui ne marche plus vraiment, c'est que beaucoup d'espaces ne sont pas ouverts au public pour des raisons de sécurité, que tous les sous-bassements du Grand Palais, c'est-à-dire tous les parkings, caves qui existaient à l'origine, sont aujourd'hui totalement abandonnés. Ils représentent des surfaces gigantesques qu'on peut évidemment aujourd'hui exploiter si on les rééquipe. Par ailleurs, la nef n'a aucune régulation thermique, donc on ne peut pas s'en servir au minimum 2 mois de l'année parce qu'il y fait l'été entre 30 et 40 degrés. Le Grand Palais n'est absolument pas doté de plateforme logistique, si bien qu'elle n'est desservie que par les abords extérieurs, ce qui évidemment congestionne tout le quartier, et c'est pas n'importe quel quartier. Donc ce sont tous ces aspects techniques que les travaux vont aussi permettre de solutionner. Et qui va être chargé de tout ça ? Parce que c'est un énorme chantier. Voilà, c'est la présidente de la réunion des musées nationaux que vous avez en face de vous. Mais qui va être chargé de tout ça ? Je veux dire, comme architecte Alors, il y a 2 architectes. Il y a un architecte pour l'aspect restauration du monument historique, qui est François Chatillon. Et puis, pour l'aspect plus spectaculaire, puisque nous allons créer au sein du Grand Palais, dans ses sous-bassements, une rue des Palais qui va permettre de traverser ce Grand Palais depuis le square Jean Perrin jusqu'à la Seine et qui va permettre aux visiteurs de s'orienter dans le bâtiment et de distribuer toutes les fonctionnalités du bâtiment. Donc, a été confié à l'agence LAN. Par ailleurs, grande nouveauté, nous aurons une seule entrée pour le public, à la fois du Palais de la Découverte et du Grand Palais, ou des grandes galeries d'exposition. Donc, un public à la fois scientifique et culturel qui va pouvoir, pour la première fois, se mélanger, se croiser, avec c'est une rue qui va être en libre service avec un certain nombre d'offres culturelles gratuites. Donc c'est une véritable révolution des lieux à l'intérieur. C'est-à-dire que ça veut dire un lieu en soi, c'est plus simplement un lieu d'accueil, ça va devenir en soi, comment peut-on dire, presque un objet comme le château de Versailles, quoi. Exactement, je dirais un lieu de vie aussi, un lieu de vie, un lieu de déambulation, un lieu de consommation culturelle, un lieu de plaisir aussi, parce qu'il y aura des espaces de convivialité nouveaux. Bref, un véritable grand lieu urbain et en même temps un monument monde, parce que ce monument, il est évidemment gigantesque, ou célèbre et ouvert au monde. Merci d'être venu nous voir. Nous sommes très haut, puisque nous sommes en haut de l'Arche de la Défense, donc à Paris. Voici le sommaire de ce nouveau numéro de 300 millions de critiques. Bonne journée à vous. Merci.
Le 11 février dernier, le guide Michelin sortait son édition française 2018. Les chefs sont des artistes, nul n'en doute aujourd'hui, et c'est pour cela que nous allons parler du Petit Livre Rouge et de ses étoiles. L'Insulte, signé du cinéaste libanais Ziad Doueri, est en lice pour les Oscars, dans la catégorie du meilleur film étranger. Oscars qui seront décernés le 4 mars à Los Angeles. Alors, oscarisable ou pas, nous en parlerons dans 300 millions de critiques aujourd'hui. Les Comores sont un petit archipel francophone au large du continent africain et nous allons évoquer dans cette émission deux Comoriens d'origine qui cartonnent dans les classements musicaux, le rappeur Soprano et la chanteuse Imani. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui crée, c'est dans le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Donc bienvenue à vous tous, c'est une émission culturelle, 300 millions de critiques. Nous sommes avec Estelle Martin de TV5 Monde qui a mis son magnifique petit perfecto vert. Nous sommes avec Michel Serruti qui représente la radio-télévision suisse. À ses côtés, c'est Catherine Pépin qui nous vient de Radio-Canada, Alain Gerlache de la RTBF et Laura Tenouji de France Télévisions. Le 11 février dernier, donc, le guide Michelin sortait son édition française 2018. C'est un petit peu la Bible mondiale de la gastronomie. Quelques jours après, justement, la disparition de celui qui fut détenteur des 3 étoiles pendant 50 ans, Paul Bocuse. Les chefs sont des artistes, personne n'en doute. Et c'est pour cela que nous allons parler de ce petit livre rouge extrêmement célèbre et de ses étoiles, juste après ce sujet de France 2 que voici. Au cœur du Vieux-Lyon, dans une rue au nom évocateur, à quelques mètres seulement les uns des autres, 3 chefs, 3 restaurants, auréolés d'1 étoile chacun. En somme, à eux 3, un 3 étoiles, rue du Bœuf. Un 3 étoiles avec 3 identités différentes. On pourrait les croire concurrents, mais non, eux se disent complémentaires. Amis ou concurrents? Oui, c'est un grand ami. Ouais. on est à 16 Amélie, c'est ça, hein? Jérémy Galvan est le plus jeune, 33 ans, et peut-être le plus fougueux. C'est un plat qui est assez frais, qui est tout en peps, en fraîcheur. Filet de poisson du Léman et sa brioche sur un coulis de cresson. Dans le restaurant, 2 salles, 2 ambiances, la terre d'un côté, l'eau de l'autre. J'ai une cuisine qui est assez sur le souvenir, la nature. Là, j'ai un plat, par exemple, un dessert autour de le souvenir du bois fumé de la cheminée froide. Son credo donc, les éléments, la nature, l'instinct, avec un menu intitulé « Lâcher prise ». Le chef vous propose un apéritif autour des 4 éléments. Vous avez l'air, l'eau, le feu et la terre. Au même moment, de l'autre côté de la rue, changement de décor et de chef. Tsuyoshi Arai est japonais, 10 ans qu'il travaille en France, 7 ans qu'il a décroché une étoile. Très beau produit ce matin, j'ai trouvé le bas de ligne. Ça vient de La Rochelle. Une cuisine créative, forcément inspirée par ses origines et l'Asie. Ça, c'est 2 produits. C'est de citron, ça s'appelle Manda Buddha. C'est utilisé pour le poisson, tous les deux. En salle, le décor est sobre, épuré, comme le chef, à mi-chemin entre 2 cultures. Aujourd'hui, vous êtes un chef plutôt français ou plutôt japonais? Moitié-moitié, ouais. Un peu plus loin dans la rue, mais au cœur de son histoire. Le 3e étoilé est un restaurant dans un hôtel de luxe. Cadre grandiose, d'époque Renaissance. Au fourneau, Anthony Bonnet, 35 ans. Alors là, c'est de la ferra qui a été confit dans un bord de morille. Chaque soir, la mise en place prend des allures de cérémonial. Le personnel s'apprête à entrer en scène. Sur la baie, on est sur chou-fleur, Saint-Jacques, persil et noisettes. Le pâté en croûte, canette fermière, poire et absinthe. Tu peux m'en mettre? Oui. 4. Quand il n'est pas dans son restaurant, le chef est souvent auprès de ses fournisseurs. Salut Anthony, tu vas bien? Issu d'une lignée d'agriculteurs, il veut tout savoir des produits qu'il travaille. Et des frais, on fait encore même à cette période. Ouais, en fait, en ce moment, on fait surtout les frais. Moi, je ne peux pas rester que dans ma cuisine. Je prends beaucoup de plaisir à cuisiner, mais j'ai besoin de connaître d'où vient le produit pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses et pouvoir le comprendre. Dans une ville déjà bien pourvue en étoiles,
Le trio de la rue du Bœuf se distingue. Les 3 chefs s'apprécient et vont même, quand ils ont le temps, goûter la cuisine du voisin. Oui, c'est très bien. J'étais pas obligé de le dire. Ils travaillent sur un projet commun, un repas préparé à 3. Moment unique, un seul jour, pour réunir leur savoir-faire et leurs étoiles. Voilà, les sujets ne manquent pas. D'abord, qui doute que la gastronomie fasse partie de la culture? On a le droit. Non, moi, j'en doute absolument pas, mais malheureusement, je ne maîtrise pas assez. J'aimerais beaucoup maîtriser cet art, mais malheureusement, je ne fréquente pas assez ces hauts lieux de culture française. Est-ce que Paul Bocuse, c'est la même chose que le Vatican ou la chapelle Sixtine? Attention! Bah oui, je pense, hein, vraiment. En tout cas, lui, c'est vraiment un de nos grands... Voilà, une de nos grandes figures. Et c'est vrai qu'il a renouvelé l'image du chef. Il l'a sorti des fourneaux à tel point que maintenant on les voit partout, même sur les plateaux de télévision. Bocuse, même combat. Bah oui, je pense. Hein. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes tous d'accord? Un des grands ambassadeurs, certainement. Un des grands ambassadeurs. Oui, de la culture là. française. Oui. Est-ce qu'il y a au Québec, ma chère Catherine, des 3 étoiles? Alors, je pourrais d'emblée me sentir exclue de cette discussion parce qu'il n'y a pas de petit livre rouge au Québec, ni même au Canada. Il existe le guide Michelin vert, donc qui est un guide touristique avec des recommandations de restaurants. Le Goemio aussi est arrivé chez nous depuis 2017, donc c'est tout récent. Et non, le ça veut dire Michelin... Quoi? Alors, il y a plusieurs hypothèses. hypothèses. Chez vous, le sandwich à l'élan... Alors, vous pourriez me dire, voilà, comme Michel, hors d'onde, que c'est parce qu'on mange très mal chez nous. Ah, mais j'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça. Oui, vous m'avez dit ça, du bout des lèvres, en rigolade. Alors, oui, c'est vrai qu'on mange que des pommes de terre à la cuillère chez nous. Ouais. Non, sérieusement, je pense que c'est culturel, tout simplement. Au Québec, on a l'habitude de très bien manger pour pas cher. Et il y a d'excellentes tables et cette culture de l'apparence... La gastronomie n'est pas un concept québécois. C'est pas ça. C'est que Michelin, les étoiles en particulier, reposent beaucoup sur l'apparence. Il y a tout un tas de codes. Les nappes doivent être impeccables, les fleurs fraîches dans les vases. On n'est pas du tout là-dedans au Québec. On mise sur le confort, la convivialité, le plaisir qu'on a à manger ensemble. Ça peut être divin et convivial, attendez. Oui, mais c'est vrai que ça fait partie de la gastronomie. Les 3 étoiles Michelin, on ne parle pas de table. Il y a l'art de la table en France. Et c'est vrai que ça compte pour les Michelin. C'est vrai que ça compte. Il faut vraiment dresser d'une certaine façon. C'est aussi, ça fait partie des forums. On continue le petit tour avec nos camarades. Est-ce qu'il y a des 3 étoiles en Suisse? Oui. Ah oui, alors non seulement... Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a 3 restaurants qui ont 3 étoiles en Suisse, mais il y a beaucoup de restaurants étoilés tout court. La Suisse, d'ailleurs, est le pays au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le guide Michelin qui le dit, qui a le plus de restaurants étoilés proportionnellement au nombre d'habitants. Donc oui, c'est le guide Michelin et les restaurants étoilés sont bien connus en Suisse. Pendant des années, je crois qu'à Vevey, il y a eu l'un des restaurants dont on disait qu'il était le meilleur restaurant du monde. Alors c'est pas tout à fait à Vevey, c'est à Lausanne, c'est à Crissier. C'est une histoire intéressante d'ailleurs, parce que je crois que c'est un cas unique, à ma connaissance, dans l'histoire de la cuisine. C'était le restaurant, c'est l'hôtel de ville de Crissier que tenait Girardet. Girardet, comme Bocuse, qui avait été élu, considéré comme cuisinier du siècle avec Robuchon. Donc il fait partie vraiment des grands de la cuisine gastronomique, qui était un des inventeurs, avec les 3 gros et Michel Guérard, de la nouvelle cuisine. Vraiment, Girardet, c'est une sommité. Bocuse disait de Girardet, « Je suis le meilleur cuisinier du monde », disait Bocuse, mais Girardet, c'est Mozart. Il y avait un immense respect de la part de Donc il y a une tradition très forte. Aujourd'hui, il y en a combien? Il y en a combien? 3? Il y en a 3, mais ce que je veux dire par rapport à Crissier, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Girardet, quand il a remis son restaurant, il l'a remis à son premier de cuisine qui était Rochin, qu'il l'a repris, qui a gardé les 3 étoiles, qu'il l'a remis ensuite à Violier. Les 2 sont malheureusement décédés depuis, qui a gardé ses 3 étoiles. Violier étant décédé, maintenant c'est un cuisinier qui s'appelle Franck Giovannini qui l'a repris et il a aussi conservé ses 3 étoiles. Donc on a 4 générations de cuisiniers dans le même établissement, pas la même famille, et qui ont conservé pendant, je ne sais pas, des dizaines d'années maintenant ces 3 étoiles. C'est un cas assez unique. Alain Gerlache, présent Bruxelles. Oui. Combien y a-t-il de 3 étoiles à Bruxelles? En Belgique. En Belgique, il y en a 2. Je vais vous donner les noms, parce que je sais que ça vous intéresse. Hof van Kleven et Hertog Jan. Et rien que par la prononciation, vous avez compris qu'ils sont tous les 2 situés en Flandre. Ils ne sont même pas à Bruxelles. Vous y avez déjà été? Alors, non. Mais si vous m'invitez, j'irai avec plaisir. Est-ce qu'il y a des frites? Vous savez, moi, à la carte? Il y a évidemment des frites. Mais je pense que ce qui est typique et qui est
clairement montré par ces deux noms-là, c'est que c'est évidemment un art, mais c'est aussi une activité commerciale, économique, et c'est respectable. Il y a une polémique en Belgique aussi parce que lors de la dernière édition du Michelin Belgique-Luxembourg, sur les 14 nouvelles étoiles qui ont été octroyées, il y en avait une en Wallonie, une au Grand-Duché de Luxembourg, une à Bruxelles, toutes les autres en Flandre, ce qui a encore accéléré le différentiel entre... Et pourquoi? La Flandre est plus riche, il y a plus de gens qui ont les moyens de se payer ce genre de restaurant. Et c'est une réalité. C'est évidemment un art, mais c'est aussi une activité économique qui s'adresse à un public qui peut se le payer. Cela dit, je voudrais quand même dire que on peut bien manger dans tous les pays. Ce n'est pas parce que la France... Et nous avons suivi, évidemment... On est au patrimoine de l'UNESCO, quand même. Pardon ? On est inscrit, la gastronomie française est inscrite au Mais ce n'est pas parce que la France a érigé la gastronomie au rang de l'art et considère que ça fait partie de sa culture. Quand le Michelin est présenté, il y a le Premier ministre qui vient faire un discours. Ça ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. C'est pas pour ça que, nécessairement, dans d'autres pays, il n'y a pas aussi une gastronomie, et notamment au Québec. Non, mais il y a d'autres... À part ça, il y a d'autres listes. Il n'y a pas que le Michelin. On parle du Michelin, mais... Il y a la liste, il y a The 50 Best, etc. Absolument. Et il y a tous les classements sur Internet, évidemment, vers lesquels les gens se tournent de plus en plus. Ça, c'est autre chose. Ça. Oui, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus uniquement le petit guide rouge. Tout le monde ne l'achète pas. Non. Alors, c'est une consécration pour celui qui le reçoit, mais vous parliez de la liste, qui a un franc succès et qui est consultable sur Internet. On n'est pas obligé d'acheter un livre ou de télécharger une application payante pour y avoir accès, et qui réunit 300 guides, qui fait en fait un résumé de 300 guides existants, plus 25% de la note provient des internautes. Ils sont allés consulter tous les sites. Alors, c'est vrai que TripAdvisor, aujourd'hui, il y a plein de faux avis, mais en général, c'est très rare d'avoir en premier dans une ville un restaurant qui est pas bon du tout. Et d'ailleurs, le restaurant suisse est 5e du site La Liste. Et il y a aussi le fooding qui est de plus en plus consulté. Donc pour ces restaurants-là, c'est aussi important d'être sur Internet, d'être sur le digital. Et effectivement, les 3 étoiles ou l'étoile, quand on arrive à en avoir une, vient conforter une position. Mais c'est très important d'être présent sur ces guides. Alors, je voudrais signaler par exemple que Marc Vera, qui vient de réobtenir après une carrière cabossée, donc Marc Vera vient d'obtenir une 3e étoile pour... C'est pas la première fois qu'il a obtenu la 3e étoile, mais donc il a eu une carrière en dents de scie, un accident de ski. 3e étoile, il a justement fondé à Paris, du côté, si ma mémoire est bonne, de la Porte-Maillot, un restaurant qui est un restaurant, pour reprendre les propos de Michel, populaire, pas cher, qui se veut démocratique et qui raconte au fond l'histoire de sa région, c'est-à-dire la gastronomie de la Haute-Savoie. Et c'est donc des initiatives importantes, car effectivement, derrière la haute gastronomie, il y a aussi cette idée en France qu'on défend une certaine esthétique des produits, comme en Italie d'ailleurs, hein, comme en Chine, comme dans beaucoup de pays. Comme partout finalement, comme au Québec également. Évidemment, ce qui compte dans la gastronomie, c'est avant tout le produit et mettre en valeur les produits locaux le plus possible. Et c'est ce qu'on fait au Québec depuis peut-être une vingtaine d'années. On a vraiment appris à se tourner vers la qualité des produits. Oui. Mais on comprend bien qu'il n'y a pas que la poutine au Québec. Non, je plaisante. Merci. Non, mais juste une chose par rapport à ce que disait Alain. Il y a peut-être une chose quand même sur laquelle il faut revenir. Le guide Michelin, ce n'est pas uniquement la cuisine, la gastronomie française qu'elle récompense. Aujourd'hui, il y a des étoilés Michelin dans tous les pays du monde, avec des cuisines qui varient passablement d'un pays à l'autre. Je crois que le pays qui a le plus de 3 étoiles, c'est pas la France, c'est le Japon, en l'occurrence, qui a le plus de 3 étoilés dans le guide Michelin. Il y a des étoilés aussi en Italie, et la façon dont on fait la cuisine ou la gastronomie qui est présente en Italie, ou au Japon, ou ailleurs dans le monde, elle reprend certains codes peut-être de la gastronomie française, mais offre quand même des cuisines qui sont largement différentes de celles qu'on peut trouver à Paris. Mais il n'en demeure pas moins que cette vision de la gastronomie, je pense que ça, c'est pas un hasard que c'est né en France. La fête de la table. Oui, mais moi j'ai juste un petit bémol par rapport aux places des femmes. Je sais pas si parce qu'il n'y a pas eu de femme étoilée. Non, mais là il y en a pas eu. Oui. Fanny Ray l'année dernière avait eu une étoile en 2017 par le Michelin, et là il y en a eu aucune, si ce n'est 2 couples effectivement. Donc là on peut dire que voilà, c'est un prix pour les 2. Et Anne-Sophie Pic, elle va être marraine des jeunes, des femmes étoilées. Anne-Sophie Pic, 3. Voilà, elle en a 3, et c'est extrêmement rare pour une femme. Et elle va avoir donc le rôle de marraine pour essayer d'aider
inviter les femmes qui ont une étoile pour les accompagner, parce que c'est quand même très compliqué. Et c'est vrai que là aussi, c'est tout le côté un peu, pas pervers, mais on sent bien que c'est une compétition qui est extrêmement difficile. Et les femmes essayent de prendre leur place. Et je vous conseille de voir À la recherche des femmes chefs. C'est un très beau documentaire qui est passé qui est de l'année dernière, de Vérane Frediani. Justement, elle s'intéressait sur la place des femmes dans ce milieu quand même assez masculin. Laura, est-ce qu'on peut rajouter quand même quelque chose sur ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux? Non, et sur les réseaux sociaux, il y a plein de comptes où les gens photographient leurs plats. Et il y a aussi des critiques maintenant qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont porte-parole d'une gastronomie française, mais pas uniquement, qui voyagent et qui sont très suivis, qui deviennent à eux tout seuls des mini-guides Michelin. Mais il y a des restaurants qui interdisent maintenant qu'on prenne des photos, ils n'en peuvent plus qu'on prenne en photo leurs plats. Il y a une espèce de mouvement de rébellion. Surtout quand les gens montent sur leur chaise pour pouvoir faire une photo sans être de biais, mais pour bien montrer... Vous voyez ça souvent, alors? Ça existe. Il y a un chef étoilé du nord de la France qui s'est plaint il y a quelque temps que certaines personnes se levaient sur leur chaise pour avoir un bel angle. En ce moment, le festival Montréal en Lumière bat son plein et il est dédié cette année à Paul Bocuse. Merci beaucoup. Deuxième sujet, le film L'Insulte qui a reçu à la Mostra de Venise le prix du meilleur acteur décerné au Palestinien Kamel El-Bacha est en lice pour les Oscars le 4 mars à Los Angeles dans la catégorie du meilleur film étranger. Nous le soutiendrons. Signé du cinéaste libanais Ziaid Doueri qui a notamment réalisé la série française sur la politique avec Admirad qui s'appelle, vous le savez, Baron Noir. L'Insulte raconte le difficile dialogue entre communautés dans un Beyrouth où la guerre est un souvenir très présent. Oscarisable ou pas, nous en parlerons juste après la bande-annonce. Voici la bande-annonce donc de L'Insulte. أنت المدعي توني جورج حنا جنسية لبنانية مواليد 7 تشرين الأول 1970. نعم. ساكن بمنطقة فسوح بيروت. نعم. استدعوا المتهم. حضرتك ياسر عبد الله سلامي مواليد 16 حزيران 1955 بفلسطين المحتلة. نعم. وين ساكن حضرتك؟ مخيم مارلياس. حضرتك بتدعي انه بتاريخ 2 تموز ياسر سلامي سبق وبعد اسبوع حوالي الساعه 8:30 الصبح ضربك قدام جراجك وكسر لك ضلعين. التهمه اللي موجهه ضدك جديه. يعني هيدا يعتبر اعتداء مع سابق تصور وتصميم. كنت رايح اعتذر له. وليه غيرت فكرك؟ حكى شغلات. مثل شو؟ واللي قلته مش مقبول. هيك بتبلش الحروب. هي عم بيهددوني، عم بيهددوا عائلتي. وبنتك؟ لأنه قضية حقيقة. أي حقيقة توني؟ أنت شو قلت؟ هول كلمات سيد ياسر بيقلبوا الموازين. أنت شو قلت؟ Est-ce que vous pouvez raconter à nos camarades qui nous regardent, bien sûr, les fans de 300 millions de critiques, le sujet de l'insulte? Oui, mais alors déjà, dire que c'est vraiment passionnant, c'est comme un thriller. En fait, Ziad Doueri a fait ses classes avec Tarantino, et je trouve que ça se sent. Vraiment, on est pris dans cette histoire qui commence un peu... On parlait de Jusqu'à la garde la dernière fois, et c'est vrai que là, il y a un petit parallèle dans le sens où ça commence par une banale insulte. Alors pour nous, on a l'impression occidentaux que... Banal, c'est... Non, banal, mais quand il le traite juste au début de... On est en droit de se dire que ça ne pourrait pas se passer devant les tribunaux. Il le traite de quoi? Il le traite de sale con. Voilà. Et en fait, après, ça va beaucoup plus loin, parce que là, on a un réfugié palestinien qui se retrouve face à un chrétien libanais, et ça fait ressortir toutes les blessures au Liban, où il y a vraiment... Alors, c'est un pays multiconfessionnel, c'est passionnant, mais c'est compliqué. On le sait, avec la guerre civile. Et là, vraiment, je trouve ça très intéressant, parce que vraiment, ça nous parle de ce Liban d'aujourd'hui, avec toutes ces blessures qui ne sont pas cicatrisées. Et on a deux taiseux. En fait, les deux personnages sont des taiseux qui se retrouvent devant des avocats, et ça commence à monter. C'est-à-dire que les camps... en fait,
tout prend, enfin ça les dépasse totalement. Ça les dépasse totalement. Et d'un coup, c'est un camp contre l'autre, c'est-à-dire les chrétiens contre les Palestiniens, donc effectivement musulmans, voilà. Et c'est passionnant vraiment. Et alors lui, il est extrêmement touché. Alors vous allez en parler évidemment, mais c'est son histoire aussi au réalisateur, puisque lui-même est touché par ça. Il s'est disputé avec sa femme, avec sa mère qui est pro-palestinienne. Et c'est passionnant. Pour être allé au Liban, on retrouve ce qui fait ça. Et lui, il a eu des gros problèmes. Quand même, hein. On ne le perçoit pas. Et c'est ça. Ça dégénère un peu quand même. Mais c'est ça que l'intérêt du film, c'est justement de faire ressortir tous ces conflits dont le réalisateur dit lui-même qu'on a fait une amnistie, mais on a mis les problèmes sous le tapis. On n'a pas vraiment abordé les choses. Et donc, il n'y a pas de cicatrisation. Il n'y a pas eu de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Et il y a une mécanique. Je ne veux pas dire du chaos pour faire une allusion au livre de Rondeau, mais il y a une mécanique qui part d'un événement banal et qui en arrive, en effet, à quelque chose qui est beaucoup plus dramatique. Et moi, je trouve que c'est aussi la force du film, comme vous le dites. Et juste parce qu'il a été il est très mal perçu, le réalisateur, parce qu'il a adapté le livre de Yasmina Khadra, vous savez, L'attentat. Oui. Et il est traité de sioniste dans son pays. C'est très, très compliqué, comme son personnage. Il a tourné en Israël, d'où le problème. Et je trouve qu'il y a un parallèle entre le Liban et l'Algérie. C'est-à-dire que les années de plomb, les cinéastes, on en a parlé, les cinéastes algériens d'aujourd'hui parlent beaucoup des années de plomb parce que ça n'a pas été cicatrisé. Et au Liban, c'est la même chose. Enfin, moi, le parallèle m'a semblé évident. Catherine. Oui, alors c'est un film d'ailleurs très courageux à ce sujet-là, parce qu'en Occident, on a tendance à être, surtout dans le milieu du cinéma, dans le milieu artistique, à être davantage pro-palestinien, on va dire. Donc lui, vraiment, fait cet exercice pour donner la parole d'égal à égal aux chrétiens libanais. Et non, il est comme, en fait, il se pose en véritable médiateur dans ce film. C'est lui le médiateur. C'est pas le juge lors de ce procès, parce que c'est un film de procès, hein, un peu à l'américaine. Il y a de longues scènes de plaidoyer, très très bien menées d'ailleurs. Mais il se pose en médiateur et un peu en père de famille, comme s'il prenait sous son aile chacune des parties, ses deux fils, et il va tenter de les mener à la réconciliation. C'est un film qui a la faveur des critiques canadiens en ce moment, dans cette course aux Oscars. Premier film libanais, donc, dans la catégorie meilleur film étranger. D'ailleurs, il y a le critique du Globe and Mail, le quotidien, qui disait « Donnez-lui l'Oscar tout de suite, qu'on en finisse, il le mérite ». Film, donc, très courageux. Le réalisateur dit « C'est un film sur la dignité ». C'est aussi un film sur l'orgueil. Oui, c'est ce que j'allais dire. Où commence la dignité, où finit l'orgueil, ou l'inverse. Oui, sur le pardon aussi. Sur le pardon, sur la difficulté de s'excuser. Voilà, c'est ça. Il explique que c'est pas dans la culture, au Proche-Orient, de s'excuser. Oui. Il y a un orgueil, et puis. Vraiment, je trouve ça intéressant parce que les deux sont effectivement dans leur orgueil et en plus sont des taiseux. C'est passionnant de comprendre ce qui se passe. Et je trouve qu'il arrive avec cette histoire à nous le raconter. Et en même temps, en jouant aussi sur les rapports entre les personnages. Et sans vouloir révéler un des aspects du film, on peut dire que les liens qui existent entre les deux avocats, je ne peux pas être plus précis, indiquent bien justement cette interpénétration des communautés qui font que, elles sont à la fois juxtaposées, mais en même temps, il y a une interaction. Et c'est ça qui, me semble-t-il, est bien montré et qui montre aussi toute la valeur universelle du film. Moi aussi, je viens d'un pays où il y a des communautés qui sont parfois en confrontation, et pas seulement sur les étoiles Michelin. On ne se tape pas sur la figure, heureusement, mais en même temps, on peut sentir aussi ces espèces de vieux contentieux qui ressurgissent. Une rancœur. Voilà, une rancœur comme les vieux couples où il peut y avoir sous les dehors bonhommes subitement une prise de bec qui peut monter dans les tours. Et je pense que c'est ça qui fait la valeur universelle de ce film, même si évidemment la situation décrite est plus grave que dans beaucoup de pays. Alors, à toutes ces louanges auxquelles je me rallie très, 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 très aisément et très volontiers, moi, il y a une critique quand même que j'aimerais émettre par rapport au film et qui transparaît dans ce que vous dites, c'est quand vous parlez du fait qu'on met en avant les communautés.
Alors justement, il manque des communautés dans ce film-là. Parce qu'il faut savoir que l'histoire du Liban, elle est extraordinairement compliquée, vraiment. Zouad Douairi dit lui-même qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé au Liban, on n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé au Liban, même nous, Libanais, on a de la peine à le faire, donc c'est compliqué. Mais du coup, le film a une valeur universelle, on va dire, par rapport au pardon à se pardonner soi-même, ce qui permet, enfin pardonner à l'autre, ce qui permet de se pardonner soi-même et donc de vivre, certes. Mais au niveau de l'histoire du Liban, moi, je trouve que c'est quand même un poil réducteur. Vous parliez tout à l'heure des musulmans, pardon, des Palestiniens. Alors non, parce que les Druzes, les chiites, les sunnites, ils sont totalement absents de ce film. Mais là, c'est les Palestiniens. Là, il parle des réfugiés palestiniens. Oui, mais j'entends. Mais comment les chiites, les sunnites, les Druzes réagissent à cette interaction entre chrétiens et Palestiniens? Oui, mais là, ça se passe entre deux camps. Ça se passe entre deux camps. Oui, mais le Liban, c'est pas deux camps. Oui, mais il ne pouvait pas agréger tout le monde. Mais le Liban, c'est pas deux communautés, justement. Là, c'était une série sur plusieurs épisodes. Parce que, je sais, mais le danger, c'est ça. C'est pour les Libanais ou pour les personnes au Proche-Orient qui sont au clair avec la situation, un film comme celui-là, il va certainement être perçu dans toute sa complexité. Pour les personnes qui sont extérieures, qui ne sont pas forcément au clair avec la réalité libanaise, on risque de le voir perçu peut-être de manière un tout petit peu plus réductrice. Et si je peux me permettre, j'aimerais juste ajouter ça, j'aimerais vous placer encore une chose, c'est si vous voulez vraiment... le film est très bien, c'est pas le problème, mais je rajouterais à ça la lecture de Sorge Chalandon, Le 4e mur, qui avait reçu le Goncourt des lycéens en 2013, qui est un bouquin magistral au niveau de l'écriture et qui démontre parfaitement la complexité alors de la situation libanaise au début des années 80, pendant la guerre civile, avec toutes les communautés. Si vous lisez le bouquin, vous voyez le film, vous aurez certainement une compréhension un petit peu plus... certainement, mais je pense que c'est pas du tout non plus son propos de raconter toute l'histoire du Liban et tout ça. Et en plus, ça met en perspective une autre question, celle des réfugiés, parce qu'en ce moment, au Liban, voilà, c'est sûr, et au Liban, en ce moment, ils ont beaucoup de réfugiés syriens. Donc, en plus, ça met en abîme cette question-là. Et je pense qu'il s'est plutôt centré là-dessus. Laura. Donc, pluie d'éloges sur les réseaux sociaux pour l'insulte. Et il y a un des internautes qui a dit, voilà, effectivement, que c'est un thriller moral et psychologique haletant qui revisite le passé pour mieux s'en libérer. Et c'est un film qu'on pourrait diffuser dans les écoles. Parce que, comme le disait Alain, il a une valeur universelle et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les... Il n'y a pas de critiques comme vous, Michel, sur les réseaux sociaux. Si, il y a des critiques comme moi sur les réseaux sociaux. Bah elles sont... C'est peut-être les vôtres. C'est peut-être les vôtres. C'est celle de Michel et des amis de Michel. Parce que moi, personnellement, dans tout ce que j'ai vu, j'en ai lu beaucoup, c'est vraiment voilà, une pluie d'éloges. Et les deux acteurs principaux du film ont tous les deux leur compte officiel Twitter. Alors celui qui campe le rôle de Tony Adel Karam est presque suivi par 1 million de personnes. Il est très fier de ce film et il relaie quasiment quotidiennement les articles. Ils ont vraiment espoir que l'Oscar soit obtenu. Donc voilà, il y a un autre compte Twitter qui est le Cinéma Libanais, qui est très très bien et qui le plébiscite également. Donc voilà, c'est un film, en tout cas moi qui l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un très bon film et qui va au-delà de nous raconter cette histoire, peut être appliqué à plein d'autres choses. Et pour des élèves, pour des jeunes qui commencent très tôt à se disputer pour des petites choses, la scène du début en dit très très long et... Voilà, dans toute cette région du monde, le cinéma est en train de se réveiller, que ce soit le cinéma israélien, le cinéma égyptien, récemment donc un formidable polar qui se passe au Caire, et donc maintenant un film qui se déroule, donc, en tout cas qui raconte d'une manière symbolique l'histoire et le passé du Liban. Nous allons passer maintenant, avant le dernier sujet de ce 300 millions de critiques, à notre célèbre rubrique qui est le Zap Culture, une manière de faire le tour du monde de l'actualité culturelle francophone. Le voici. Le mariage réussi de la danse contemporaine et du numérique. Cette tornade, qui se forme puis s'enroule autour d'un derviche tourneur, est l'un des moments les plus poétiques du spectacle. Le numérique ouvre les portes de l'imaginaire. Plutôt sceptique Jacques, un journaliste de guerre, lorsque le Vatican lui propose d'enquêter sur un drôle de phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire une apparition? Une apparition de la Vierge Marie? N'ajustez pas votre appareil. Kent Nagano veut vous faire vivre une expérience dans le noir. Pourquoi pas essayer une fois de libérer les oreilles et voir ce que ça donne. Un style plutôt rock'n'roll. Pourtant, Didier Lockwood était un visage incontournable du jazz.
Samedi soir, il se produisait encore sur une scène parisienne. Il est décédé à 62 ans d'un arrêt cardiaque. Justin, je t'aime est sans doute une des plus belles chansons de l'album. Un titre enregistré en duo avec Camille, la jeune chanteuse à l'univers pourtant assez éloigné de celui d'Adamo. Justin, je t'aime, payez-vous ce cadeau. hanyuma narizo nawe akazajya kunyongera wangiza ugafata indoyo ukayifata hejuru ugakora. Il y a une sorte de culture de la sexualité au Rwanda, en tout cas autour de ce plaisir féminin. Troisième sujet de 300 millions de critiques, nous allons parler de la musique aux Comores. Les Comores, donc, vous le savez, sont un petit archipel francophone du continent africain, donc petit par la taille, par le nombre d'habitants. Il y a moins de 800 000 habitants dans ce petit chapelet d'îles. Et pourtant, elles peuvent s'enorgueillir de compter des artistes qui maintenant ont trouvé, évidemment, leur voix et surtout un public un petit peu partout dans l'espace francophone. Il s'agit du rappeur Soprano et de la chanteuse Imani. Juste après cet extrait musical, donc, de Soprano, nous parlerons de Comores et musique. J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer 2 fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi t'es un peu trop rêveur. Petit tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon Everest. Voilà, Soprano et Imani sont d'origine comorienne mais sont nés en France. Quel est notre spécialiste de la musique comorienne qui se lance, qui se jette? Estelle. Oui. Alors j'avoue que j'ai rencontré Imani, Oui. donc je savais qu'elle était d'origine comorienne et en plus puisqu'elle y est retournée quand même assez souvent, bon elle est aussi allée à Tahiti. Après elle chante sur Take Care, elle chante en comorien, mais sinon c'est vrai qu'elle chante surtout en anglais. Elle a un parcours assez incroyable cette jeune femme. Elle est impressionnante. Hein. Je pense que je sais pas si vous l'avez rencontrée, mais déjà sur les épaules, elle est sublime. Elle oui. est sublime. C'est une ancienne mannequin. Elle est plutôt dans la veine Tracy Chapman, pardon, Nina Simone, mais elle a vraiment un charisme, elle a une voix rauque, suave. Elle est très liée à l'Afrique. Alors, aux Comores, certes, mais plutôt, là, son dernier album, elle est allée l'enregistrer au Sénégal. Il y a une chanson qui fait référence à la forme de l'Afrique, comme un cœur brisé. Donc, voilà, c'est vrai qu'on sent qu'elle a des attaches africaines, comoriennes très fortes. Mais après, je suis pas sûre. Et je suis pas sûre que dans la musique, elle soit vraiment... Et alors, Soprano, lui, c'est le plus célèbre des Comoriens, hein, n'est-ce pas? Oui, on peut même rajouter... Il y en a même un troisième en France qui est Rof, hein, qui est le seul d'ailleurs des trois en l'occurrence qui est né aux Comores et qui est arrivé en France quand il avait 10 ans, parce que Imani et Soprano... Alors moi je veux bien qu'on les rattache aux Comores, parce que leurs parents sont comoriens, mais enfin ils sont nés à Marseille, ils sont nés en France, ils sont français, hein, voilà, ils sont peut-être d'origine comorienne, mais enfin ils sont français, et ils font une musique, à mon sens, que ce soit Imani ou que ce soit Soprano, ou que ce soit Rof, même si elle est estampillée, on va dire, francophone, encore que pour Imani, on est vraiment globalisé, c'est de la musique globalisée. Si vous regardez, je ne sais pas si vous ouvrez le Rough Guide, par exemple, qui est un guide de différentes musiques, enfin ultra célèbres, et vous allez sous la rubrique Comores, vous verrez que les artistes comoriens et la musique traditionnelle comorienne, ça n'a strictement rien à voir avec celle que l'on connaît ici, avec des groupes dont j'avais aucune connaissance et que j'ai écouté un petit peu, qui peut être Belle Lumière ou Nawal, et c'est une musique qui n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, ce qu'eux font, c'est vraiment représentatif d'une diaspora peut-être, mais surtout d'une réalité. Marseillais d'ailleurs. Pour Soprano, c'est Marseillais. Oui. Il était avec Psychiatre et il se revendique d'être... Marseillais. Oui, très marseillais. C'est plus la Canberra que les Comores. Voilà, Ayam. Voilà, lui, c'est Ayam. Un Marseillais sur 10 est d'origine comorienne. C'est quand même incroyable. Il y a 200 000 Comoriens en France. 10% de la population marseillaise. À Marseille. Et en Suisse, il y en a 28.
J'ai appelé la mission permanente des Comores, donc je ne peux pas vous parler beaucoup de la diaspora comorienne suisse. Il y a 28 Comoriens en Suisse. Voilà. Michel. Alain, pardon. Mais justement, je suis assez d'accord avec Michel. On ne peut pas dire qu'avec le succès de ces 2 ou 3 artistes, il y ait vraiment une sorte de Comorian touch qui fait qu'il y a un style musical typique. Les 2 artistes dont on parle, Imani et Soprano, sont en effet très différents. Personnellement, je trouve Soprano plus inventif, plus riche, plus original. On voit bien qu'il s'affranchit des codes du rap, etc. Il produit un album qui est un peu touche-à-tout. Et je trouve ça beaucoup plus riche. Pardon. C'est le rappeur des familles. C'est le rappeur des familles. Il refuse d'ailleurs les clichés habituels. Imani, on entend Tracy Chapman et en même temps, parfois, on a l'impression que c'est matiné d'un peu de Dionne Warwick. Guillaume verra sûrement l'allusion, c'est dans notre génération. Ce qui donne un résultat un peu surprenant. On est dans quelque chose d'un peu plus conventionnel. Mais en effet, je pense que pour pas mal de gens qui les apprécient, le fait qu'ils soient comoriens n'est pas l'essentiel. Et en même temps, ça dit quelque chose de la possibilité maintenant qui est offerte à toute une série de gens de trouver leur place dans un monde musical globalisé. C'est le grand mix. Et donc, c'est plutôt ça qui est significatif, je trouve, c'est que tout le monde peut avoir sa chance, indépendamment de son origine géographique. C'est un peu forcé, mais ça dit cela aussi. Mais c'est quand même une grande fierté pour... Enfin, juste, bien sûr. Non, c'est une grande fierté pour la diaspora comorienne. Soprano, vraiment, il est quand même érigé en étendard. Catherine. Une toute petite communauté comorienne au Canada, 400 personnes à peu près. La moitié vit au Québec, dans la grande région de Montréal. Et effectivement, j'ai contacté moi aussi l'Association des Comoriens du Canada. Ils sont excessivement fiers du succès d'Imani et de Soprano. Il n'y a pas grand-chose, comme on l'a dit, il reste plus grand-chose de leur culture comorienne dans leur musique. Néanmoins, j'aimerais attirer votre attention sur un artiste d'origine comorienne, né à Marseille lui aussi, que je diffuse dans mon émission de Musique du Monde depuis quelques années, qui s'appelle Ahmada Smith. C'est un slammer, rappeur, mais la base de sa musique est vraiment puisée dans ses racines comorienne, et il va faire paraître un album très prochainement, Afro Soul, c'est son 3e, le 2 mars, vous voyez, dans quelques jours. Excellent album, on a un premier extrait, Gaminan Zaya. Le clip de cette chanson-là a été tourné entre Marseille et les Comores, et parfois on ne sait plus trop si on est à Marseille, si on est aux Comores, mais lui a fait toute une recherche historique aussi, un travail de mémoire. Il est allé voir les anciens, il y a toute cette tradition d'oralité, alors il est allé recueillir les histoires pour pouvoir écrire ses chansons. Il les interprète en comorien. Ahmada Smith. Ça donne très à découvrir, vraiment. Alors Laura, qu'y a-t-il sur le web? Mais alors, concernant Soprano, c'est une véritable star, y compris sur les réseaux sociaux. Il est suivi par plus d'1 million de personnes. Et là, il rend hommage quand même aux Comores, puisqu'il appelle tous les internautes qui le suivent comme ses amis, mais Kwels, qui veut dire vrai, authentique en comorien. Donc à chaque fois qu'il fait un post, il s'adresse à eux. Et il y a des petits rappels comme ça des Comores, peut-être pas dans ses chansons, mais en tout cas dans les posts qu'il fait sur les différents réseaux sociaux. Et Imani, c'est exactement la même chose. Elle est suivie par un peu moins de monde. Elle a 41 000 abonnés sur Instagram. Mais elle poste plein de photos de ses voyages aux Comores. Donc, elle rend quand même hommage à ses origines sur les réseaux sociaux. Je vous recommande d'aller d'ailleurs le consulter parce qu'elle poste des coulisses de ses concerts, des répétitions. Elle a rendu hommage aux Beatles. Il y a 2-3 chansons qu'elle interprète remarquablement. Et elle a un compte caché. En cherchant un peu plus loin, j'ai découvert le compte caché d'Imani, alors là, qui est suivi par 445 personnes. Ça sera beaucoup plus après la diffusion de cette émission. Ça s'appelle Nadia, de son vrai prénom, VS Imani, où là, elle nous dévoile ses talents de photographe. C'est plein de photos en noir et blanc. Qui sont magnifiques.
Oui, magnifique. Bon, et qu'on découvre donc sur ce... Pourquoi un compte caché, d'ailleurs? Mais parce que il y a le compte officiel qui est labellisé officiel, et en cherchant un peu plus loin, je vois Nadia VS Imani, je vois des réelles photos d'elle, et on s'aperçoit que... Mais il n'y a pas une volonté de se cacher, puisque c'est un autre... Non, mais ça reste c'est très très confidentiel. C'est vrai qu'après, ils sont des ambassadeurs et des ambassadrices des Comores, dans le sens où c'est vrai que Imani, par exemple, elle était récemment reçue à France Inter, et elle a fait tout un voyage autour des Comores, donc ce qui nous permet, elle nous parlait d'une styliste très connue là-bas. C'est vrai que ça donne des portes, on connaît mal, enfin en France, même si ce n'est à Marseille, je veux bien le croire, mais on connaît mal les Comores. Et moi, Soprano, alors ce qui n'a rien à voir avec les Comores, mais ce que j'apprécie chez Soprano aussi, c'est qu'il revendique son islam, un islam modéré. Il le rappelle que le chant, il l'a appris dans une madrasa, dans une école coranique, et qu'on peut être musulman, modéré, tolérant, ouvert sur le monde. Et ce qui est bien, c'est que, enfin, j'ai lu beaucoup d'interviews de lui. Non, mais c'est parce que c'est important. Il parle presque plus de sa religion que de son pays dans ses interviews. Vous auriez un petit coup de cœur? J'ai un coup de cœur, et ça va plaire à Michel. Ah. Puisque vous parliez de Sorge Chalandon, Mon traître, que vous avez certainement lu. Donc, qui est un livre sublime sur l'Irlande et sur voilà, il parle de lui. Et voilà, il parle de lui et de sa relation. Enfin, je ne vais pas déflorer le sujet, mais je pense que vous le connaissez. Mais voilà, si vous avez des adolescents, c'est là où j'aime le roman graphique. C'est que vous ne donnez pas le roman, enfin le roman de Sorge Chalandon, mais vous lui donnez ce magnifique BD qu'on a montré au Festival d'Angoulême. Et donc vraiment, c'est l'histoire avec les textes de Sorge Chalandon. Et Pierre Alaris signe les dessins. C'est juste, moi je trouve ça magnifique. Donc je vous le conseille chez Rue de Sèvres. Et Chalandon, c'est vraiment une très belle écriture, en plus, si je peux me permettre. Voilà. Laura. Moi, je voulais vous parler du Mobile Film Festival, pour lequel vous pouvez voter. Vous avez encore quelques jours pour voter pour le prix du public. Le principe, c'est un film fait en 1 minute avec son téléphone portable. C'est la 13e édition, donc quand on pense que ça a commencé avec des téléphones où filmer n'était pas toujours évident, et voilà, ça connaît un franc succès. Le président du jury est Patrice Lecomte, et je vous recommande, il y a des petites pépites à découvrir sur le site. Alain. Une exposition... Très organisée, cette émission, les uns après les autres. Une exposition consacrée à un des géants de la peinture du XXe siècle, mais qui s'intéressait aussi à l'architecture, au cinéma. Vous voyez de qui je parle? Fernand Léger. Et d'ailleurs, son exposition qui lui est consacrée s'appelle « Le beau est partout », ce qui montre bien son côté éclectique. C'est organisé en collaboration, c'est intéressant aussi à souligner, avec le centre Beaubourg-Metz, qui est de plus en plus actif et qui développe aussi des collaborations internationales, en tout cas avec la Belgique. Et c'est à Beaux-Arts, à Bruxelles, jusqu'au 3 juin 2018. Magnifique artiste. Catherine. La nouvelle sensation en chanson au Québec s'appelle Hubert Lenoir. Son album a pour titre Darlene. Ouais. Je vais vous raconter brièvement comment j'ai fait sa rencontre. Prenez votre temps. Je sortais de mon studio après avoir enregistré mon émission. Il était en train de répéter dans le studio d'à côté, et j'étais comme Ulysse attiré par les sirènes, complètement envoûté par cette voix. Était-ce un homme? Était-ce une femme? Alors, il joue sur l'ambiguïté de cette voix. Il peut monter vraiment dans les aigus, retomber dans les graves. Physiquement aussi, il a un look très, très androgyne, un personnage, une assurance. Il a 23 ans, est-ce que je l'ai dit? Une assurance incroyable. Il veut conquérir le monde avec sa chanson française, un peu glam rock, un peu jazz par moments. On va entendre parler de lui. Alors d'accord, Darlene, c'est le titre de l'album, il faut rappeler son nom. C'est le titre de l'album, Hubert Lenoir. Et vous voyez, j'ai un livre qui porte exactement le même titre, avec la même couverture. C'est un roman écrit par sa copine. Alors c'est un projet multidisciplinaire en couple. Hubert Lenoir. Hubert Lenoir. Allez sur Internet, allez écouter donc Hubert Lenoir et acheter évidemment l'album. Michel, un petit coup de cœur. Oui, un gros coup de cœur pour une jeune artiste genevoise d'adoption qui a un peu plus de 20 ans maintenant, mais qui a commencé la musique et qui est depuis son adolescence à Genève, mais qui était parisienne de naissance. Aux origines métissées, africaines, européennes, de différents pays, qui s'appelle Danitza, qui publie un disque qui s'intitule Ego. C'est chez Evidence Music, c'est un label genevois, ça a été fait à Genève. C'est absolument splendide, vraiment. C'est entre hip-hop, trap et soul. Elle chante qui plus est avec un accent jamaïcain, comme ça. Donc si vous tombez sur le disque, jamais vous n'imaginerez une seconde que ça puisse venir du bout du lac à Genève. C'est une vraie réussite, franchement. C'est parfaitement éclectique, comme souvent la Suisse peut l'être, et que je vous recommande absolument chaudement. Danitza, c'est vraiment une très, 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 très belle découverte.
Voilà, je terminerai par mon coup de cœur. Jean-Christian Petit-Fils est un de nos meilleurs historiens et il publie, vous savez, c'est très utile, car l'histoire maintenant est tellement vaste et tellement éparse, d'avoir une sorte de résumé général. Et là, il s'agit, puisque nous sommes dans le cadre de la francophonie, d'une histoire de la France, donc qui va jusqu'à aujourd'hui. Vous apprenez qu'à Fontainebleau, Napoléon, avant de partir, donc à Sainte-Hélène, a fait une tentative de suicide, ce que j'avais oublié. Et alors, il y a un portrait de Louis XVIII, qui est le frère de Louis XVI, qui a été ramené par le fameux Talleyrand. Voici ce qu'il dit. Louis XVIII avait 59 ans. Malgré un port de tête noble et majestueux, l'homme petit, obèse, était desservi par un physique totalement disgracieux. Remarquablement intelligent, impénétrable, fourbe, il avait dans sa jeunesse multiplié les actes de déloyauté à l'égard de Louis XVI qui jalousait. Donc, si vous voulez, c'est tout le charme de Petit-Fils, c'est de vous faire comprendre le grand mouvement de l'histoire de France et en même temps de faire des portraits. C'est publié aux éditions Fayard. C'est gros, mais c'est bon. Ciao et à la semaine prochaine.